Si vous êtes des grands fans de science-fiction, je vais vous mettre à l'épreuve. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des secrets dissimulés dans des films d'horreur SF. Our bodies and our minds will be fragmented into their smallest parts until not one part remains. Annihilation. Pour cette liste, on va se pencher sur des moments où les références stratégiquement cachées ou ratables en un clin d'œil qu'on retrouve dans nos films préférés d'horreur SF. Des blagues internes aux easter eggs, il y en a sans doute qui ne seront remarquées qu'après plusieurs visionnages. Attention, spoiler alert. Numéro 10, la vie immortelle d'Henrietta Lacks, Annihilation. What is it? I don't know. Je vais pas me plonger trop en profondeur dans l'intrigue renversante d'Annihilation, sortie en 2018, parce que sinon on va y passer la journée. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur un élément en particulier qui fait référence à la figure afro-américaine qu'était Henrietta Lacks au XXe siècle dans la vraie vie. Dans un flashback, Lena, le personnage de Natalie Portman, est rapidement aperçue en train de lire le livre de Rebecca Skloot, La vie immortelle d'Henrietta Lacks, un livre qui retrace comment les cellules cancéreuses de Lacks lui ont été prises sans son consentement, dans le but de développer de futurs traitements contre le cancer. Vu qu'Annihilation, à travers sa zone X, et dans son essence sur le sujet de la nature d'être, l'identité et de la transformation de la biologie et de l'ADN sans consentement, cette référence permet de rappeler à quel point Lacks et sa famille ont été abusés il y a plusieurs années. The shimmer is a prism, but it refracts everything. Not just light and radio waves. Animal DNA, plant DNA, all DNA. Numéro 9, des drapeaux du futur, Event Horizon. Event Horizon, ce film sur l'espace, les trous noirs et la représentation visuelle de l'enfer, a de quoi causer des cauchemars pendant des années. Mais notre choix d'easter egg s'écarte de l'aspect horrifique et se concentre plutôt sur un tout petit mais charmé détail de costume. Se déroulant dans le futur, en l'an 2047, vous remarquerez que les drapeaux cousus sur les combinaisons de certains personnages sont légèrement différents de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Il y a notamment le drapeau de l'Union Européenne, qui est représenté avec plus d'étoiles que d'ordinaire, et le drapeau australien que le personnage joué par Sam Neill, Billy, porte. Billy. Ce drapeau australien a troqué l'Union Jack avec le drapeau aborigène, et on ne peut que se demander ce qui a bien pu se passer dans le futur pour provoquer ce changement. Numéro 8, un chauffeur de taxi familier, l'invasion des profanateurs. Là, c'est un caméo simple mais bien pensé, alors que nous nous aventurons encore dans le monde des êtres venus d'ailleurs capables de changer de forme. Les deux versions, celle de 1956, l'invasion des profanateurs de sépulture, et le remake de 1978, l'invasion des profanateurs tout court, sont des films légendaires. Et pour rendre hommage à la version des années 50, le réalisateur Philip Kaufman a glissé une apparition surprise. Quand Donald Sutherland et Brooke Adams montent dans un taxi, on aperçoit brièvement le chauffeur moustachu utiliser sa radio. 610 proceeding south to airport, carrying 2 passengers, type H. Repeat type H. Some night, eh? Il se trouve que c'est Don Siegel, soit l'homme qui a réalisé la version de 1956. À moins que... c'était peut-être pas lui, c'était peut-être juste un clone sorti d'une cosse. Il y a aussi un caméo bonus, puisque plus tôt on voit le Kevin McCarthy du film original se jeter sur une voiture. Help! Help! They're coming! They're coming! Listen to me! Listen! Help me! You're next, please! Please! You're next, we're in danger! Numéro 7, l'art du poster, The Mist. Les mondes cinématographiques et littéraires de Stephen King s'entremêlent constamment pour nous offrir un tas de références et de rappels. Something in the mist! Something in the mist! Took John Lee! Dan, catch your breath. Something in the mist took John Lee! La scène d'intro de The Mist, un film basé sur le livre de King du même nom, en est un parfait exemple. Alors que le générique déroule, on voit David Drayton, le personnage de Thomas Jane, un peintre, parachever un poster dans son studio d'artiste. Et cette œuvre est une référence au Pistolero, le personnage de Stephen King issu de la franchise de La Tour Sombre. D'ailleurs, le poster a été peint dans la vraie vie par Drew Struzan, un artiste connu pour avoir peint d'autres affiches de cinéma, dont certaines présentes dans cette scène. Numéro 6, Ramène-toi, Resident Evil. Le réalisateur Paul W.S. Anderson est aussi connu dans l'industrie cinéma que dans celle des jeux vidéo, principalement grâce à son penchant pour la réalisation d'adaptations.
Ses adaptations de jeux vidéo les plus connues sont le Mortal Kombat de 1995 et, bien sûr, la franchise de films Resident Evil. Et dans le Resident Evil de 2002, il y a une super référence qui relie ces deux mondes. Lors d'une scène où les personnages essayent de repousser des infectés, on peut entendre une voix hors champ qui dit « Ramène-toi !» Les fans des jeux Mortal Kombat auront évidemment immédiatement reconnu la réplique mortelle de Scorpion. Et une utilisation bien effrayante qui plus est. Numéro 5, la jeune Ripley, Alien, la résurrection. Avec chaque nouvel opus, la franchise Alien est devenue de plus en plus compliquée. Par exemple, dans Alien la résurrection, Ellen Ripley est clonée en utilisant de l'ADN de xénomorphes. Et j'aimerais attirer votre attention sur la scène de clonage en intro du film. Alors que la caméra se déplace dans le labo, on voit un jeune clone de Ripley, genre gros fœtus, et ce clone vieillit doucement devant nos yeux. My mommy always said there were no monsters, no real ones. But there are. Et d'ailleurs, ce clone ressemble vraiment à une jeune Ripley, aka Sigourney Weaver. Ça, c'est parce que les types des effets spéciaux ont utilisé des photos de Sigourney bébé comme modèle. Cool, mais un peu glauque, non? Excellent work, everybody. Numéro 4, le détecteur PKE, Invasion Los Angeles. Ce chef-d'œuvre de John Carpenter nous fait autant rire que peur à travers ses messages sur la conformité et ses aliens chelous avec des têtes de squelettes. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Et malgré les tonnes de visuels subtils le long du film, aviez-vous remarqué cet accessoire familier utilisé par les gars de l'armée alien? I hear them on the 19th floor above me. I gotcha. We're on the 21st. We'll be waiting for him. Ils utilisent un détecteur PKE pour Psychokinetic Energy Meters, soit de mesure de l'énergie psychokinésique, un appareil de détection et de communication. Et si ça vous paraît familier, c'est parce que ces accessoires, histoire d'économiser sur le budget, viennent directement du SOS Fantôme de 1984. Dans SOS Fantôme, les détecteurs PKE sont utilisés par l'équipe pour suivre les fantômes à la trace, et on peut voir Egon Spengler en particulier en utiliser un pendant le film. Symmetrical book stacking. Just like the Philadelphia Man's Turbulence of 1947. You're right, no human being would stack books like this. Numéro 3, le crâne d'un alien, Predator 2. On s'aventure de nouveau dans le territoire des xénomorphes avec cet easter egg, un crossover entre les mondes de Predator et d'Alien. Quand Mike Harrigan, le personnage de Danny Glover, découvre la salle des trophées du Predator, il observe les nombreux crânes montés sur le mur, une collection de ses victimes. Évidemment, il y a un crâne humain, mais il y a aussi celui d'un xénomorphe, ce qui signifie que ce Predator en a déjà tué un, et que les deux créatures coexistent dans un univers commun. Ce caméo de crâne a été un précurseur, puisqu'on a plus tard eu droit à un crossover avec le film Alien vs Predator de 2004. Numéro 2, le crash du satellite Cloverfield. Ce film d'horreur en fan footage est rempli à ras-bord de références qui ont donné du taf aux chasseurs d'easter eggs et aux théoristes pendant des années. Et on a décidé de se concentrer sur la plus controversée de toutes, le crash du satellite. Dans les derniers moments du film, on voit des flashbacks de Rob et Bess en rencard à Coney Island. Lorsque la caméra filme brièvement l'océan, on peut voir un objet qui tombe du ciel et s'écrase dans l'eau. Les gens ont discuté pendant longtemps à savoir si ça pouvait être le monstre en question. Mais en fait, ça a été confirmé qu'il s'agit du satellite Chimpanzee 3, propriété de la société d'exploitation minière de Cloverfield, l'entreprise Tagruato. Et selon une théorie, c'est ça qui aurait pu avoir réveillé le monstre des profondeurs de l'océan. Oh my god. Donna? Oh shit! Donna, can you hear us? Hey! What are you doing? We gotta get out of here! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'avertissement norvégien The Thing. Un film d'horreur où le monstre est dévoilé dans les premières minutes? Ça marchera jamais. Et bah, ça a marché pour The Thing, ce film de 1982, mais uniquement parce que ça a été spoilé en norvégien. Kyle, what's he doing? Circling the camp. Who is he? Said Norge or something on the side. It's Norwegian. Lors de la poursuite du chien par l'hélicoptère dans la scène d'intro, le pilote norvégien crapahute dans la neige pour avoir une fenêtre de tir sur le chien qu'il poursuit. Se retrouvant face à face avec l'équipage américain,
Le pilote les avertit que ce chien n'est pas vraiment un chien, c'est en fait quelque chose qui s'est déguisé en chien. Mais les Américains ne parlent pas norvégien, alors ils pensent qu'il est là pour les tuer, et donc ils lui tirent dessus en self-défense. Ah, les Américains, hein. Imaginez s'ils parlaient bien norvégien, le film aurait été vachement plus court. First goddamn week of winter. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.